Notre conte musical et historique retraçant la libération de Nice, qui sera suivi d'une retraite au flambeau en hommage aux 35 Niçois tombés le 28 août 1944, nous souhaitons rendre un hommage particulier à l'adjudant-chef Éric Commun, qui a perdu la vue cette nuit dans l'exercice de ses fonctions, et à nos 35 Niçois. En mémoire de leur dévouement et de leur sacrifice, nous vous demandons de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Anniversaire de la libération de Nice. Bons combattants au lien armée-nation et au service national universel. Mesdames et messieurs, Madame la représentante du conseil départemental, Monsieur Gaël, mes chers collègues, Richard Chemla, Isabelle Visantin, Martine Martineau, Colonel Fix, bien évidemment, Mesdames et messieurs, c'est une soirée spéciale que nous avons voulu organiser en amont du 80e anniversaire de la Libération, puisque le jour de la Libération, c'est demain, le 28 août 1944. Cette année, c'est le 80e anniversaire. Et pour ce 80e anniversaire, nous avons découvert, il y a quelques mois, qu'un des résistants morts ce jour-là, Antoine Revoul, n'avait pas été honoré depuis 80 ans. Ce personnage, nous avons travaillé avec Michel Goury, historien, symbolise ce personnage, Antoine Revoul, je disais, 44 ans, mort le 28 août, avec 34 autres camarades, symbolise cet engagement de la résistance. Il était arrivé à Nice quelques jours avant le 28 août, et le chef du groupe combat, le capitaine Boulet, voit arriver ce monsieur Revoul la veille et lui dit: voilà, demain je veux combattre, je veux participer pour chasser les nazis de la ville de Nice, et je veux être avec vous. Donc, le capitaine Boulet le prend dans son groupe. Ils avaient en charge d'attaquer le bunker de Carabacel, et au moment où il monte à l'assaut du bunker, eh bien, il tombe et il meurt. Et 80 ans après, on a donc fait des recherches, on a retrouvé son nom dans la liste du capitaine Boulet comme soldat mort ce jour-là. Et en fait, on est allé regarder avec le service de l'état civil de la ville si effectivement Antoine Revoul était dans la liste. Et dans la marge de sa fiche, en marge, il y avait écrit « Reçu du ministère des anciens combattants, mois de mai 1946, Antoine Revoul, mort pour la France ». Donc avec ces deux sources que nous avons croisées, nous avons bien le 80e, pour ce 80e anniversaire, pardon, ce 35e résistant. Alors nous avons commencé ces cérémonies il y a quelques jours avec ma collègue Marie-Christine Fix par un concert, un bal au Théâtre de Verdure. Nous avons continué hier par une soirée très très émouvante devant la gare du Sud, puisqu'on a projeté le film de René Clément, La bataille du rail. Ça c'est une autre bataille. La bataille du rail, pourquoi devant la gare du Sud? Parce que la gare du Sud, pendant la guerre, a joué un rôle très important, d'abord pour les réfractaires au STO. Alors pour les plus jeunes, le STO, c'était le service du travail obligatoire, et les jeunes qui ne voulaient pas aller au STO, ben, ils partaient dans les maquis, comme on disait. Et donc la gare du Sud a permis à beaucoup de ces jeunes de partir dans les Basses-Alpes, comme on disait à l'époque, comme disait mon grand-père, pour aller rentrer dans les maquis. Donc c'est déjà un lieu important. Et deuxièmement, si vous demain vous passez à la gare du Sud, si vous participez au circuit de la mémoire, vous regarderez devant la façade, cette façade a été restaurée en 2011, et quand on a restauré la façade, on a devant la façade, sur le côté droit, des impacts des mitrailleuses allemandes du 28 août. Ces impacts, on les a gardés. Et donc hier soir, quand on a projeté le film, qu'on voyait ces cheminots qui faisaient de la résistance, parce que c'est l'histoire de cette bataille du rail, ça donnait une couleur très particulière à cette gare du Sud, et on est très fiers ce soir avec ma collègue de vous présenter rapidement le programme de ce soir et de demain, qui vient mettre à l'honneur 35 personnes qui le soir ne rentreront pas chez eux, laissant des familles, laissant des mamans, des papas,
des mères, des femmes, des enfants, sans ces personnes puisqu'elles avaient décédé. Et je voudrais reprendre les paroles ce soir de monsieur Petit Nicolas, qui en 2019, au moment où on avait inauguré la plaque de son père, lui aussi mort ce 28 août, avait dit, vous savez, monsieur Guillaume, le 28 août au soir, notre père il n'est pas rentré à la maison, on ne savait pas où il était. Le 29 août, on ne l'a pas vu non plus. Et le 30 août, on a vu un de son groupe de résistance qui est venu à la maison nous dire votre père a participé au combat, il était résistant et il est mort. Et le fils, monsieur Petit Nicolas, qui est docteur à la retraite à Nice, me dit eh bien ce jour-là, on a appris que notre père était résistant et qu'il était mort pour libérer Nice. Donc voilà, c'est à eux ce soir que je pense. C'est à ces 35 personnes et aux 280 blessés. Vous verrez, si vous venez demain à 17 h à l'exposition que nous inaugurons place Garibaldi, que les combats ont été très intenses. Et on a oublié, avec le temps, il y a eu beaucoup de destruction à Nice. Vous verrez dans les photos, puisqu'on a 2 fonds de photos inédits que nous avons mis en valeur, la ville de Nice a été profondément blessée. Mais cette ville de Nice profondément blessée a démontré ce jour-là qu'elle a su chasser le nazi de la ville. Et c'est l'honneur de notre ville que ce soir nous mettons en valeur. Alors je voudrais remercier tout particulièrement les voix de Nice, avec le chef de chœur, le magistre, comme on dit en niçois, Alberto Zan, et toute sa chorale, s'ils veulent bien se lever, et qui est soulette, et tout ça, alors demain, tout ça reste soulette. Ce soir, il est tout seul. Voilà. Et un mot particulier à la garde municipale et à Romain Busseau, parce que, Romain, s'il vous plaît, ils ont drôlement travaillé pour vous préparer ce spectacle ce soir, et je voudrais vraiment les féliciter parce que on peut les applaudir. Messieurs, dames, si vous voulez bien vous lever. Ils nous accompagnent souvent dans les cérémonies et c'est vraiment un honneur à chaque fois de les avoir à nos côtés. Vraiment, ils font partie je dirais, des éléments forts de notre ville, du symbole de la ville. Cette ville de Nice que nous aimons tant, il la symbolise à travers les cérémonies. Et puis, dernier point important aussi, et c'est ce qui est touchant, ce soir, quand nous étions au Palais Stella, nous avons 2 étudiantes du lycée du Parc Impérial qui sont venues chanter un chant niçois que mon cher Albert, tu vas reprendre d'ailleurs demain, voilà, le chant de la libération d'un poète niçois qui s'appelait Jean Nicole. À la libération, Jean Nicole, il a pris un chant que vous connaissez qui s'appelle « Vous n'aurez plus l'Alsace et la Lorraine » et là-dessus, il a fait tout un texte sur la libération de Nice que nous avons publié dans un ouvrage que nous distribuerons demain matin. Et d'entendre ces 2 jeunes lycéennes chanter devant le Palais Stella au 20 boulevard Cessol la chanson, je vous assure, c'était très très émouvant. Alors demain, pendant le circuit de la mémoire, nous aurons des lycéens de Masséna, des lycéens du Parc Impérial qui participeront au circuit et qui liront les textes devant les plaques de ces résistants. Pourquoi? Parce que pour ce 80e anniversaire, ce qui était important pour nous, c'est la transmission aux nouvelles générations. Aujourd'hui, de ces combattants, il n'y en a plus. Ils ont disparu. On rentre dans le temps de l'histoire. Maintenant, c'est aux nouvelles générations, messieurs, dames, à vos enfants, petits-enfants, de prendre le relais et de transmettre cette histoire tout à fait exceptionnelle. Je remercie le directeur de l'Office des anciens combattants, qui est parmi nous aussi, et qui fait un gros travail de mémoire aussi sur cette thématique. Richard, qui m'aide sur d'autres sujets, le Muséum d'histoire naturelle, mais là on est un peu loin des commémorations. Et dire à ma chère collègue Marie-Christine, qui s'occupe du monde combattant, que je suis très fier parce que cette opération on l'a montée ensemble et je suis très fier de t'avoir à mes côtés dans tous ces projets mémoriels autour de la Deuxième Guerre mondiale et notamment ce soir parmi les jeunes présents, vous avez le service national universel et la préparation marine qui vont participer tout à l'heure au flambeau à la mémoire de nos 35 résistants.
Voilà, Nice, aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion. Je le dis ce soir parce qu'il y a 30 ans, on avait fait une cérémonie au flambeau. Et à ce moment-là, le président du comité insurrectionnel, René Watt, était vivant. Et au moment de la cérémonie, il m'avait passé le flambeau. Ce soir, sa fille est parmi nous, tout à l'heure, avec son petit-fils. Et on passera le flambeau aux nouvelles générations parce que cette histoire, il faut la transmettre. C'est la fierté de Nice, c'est la fierté de la France. Et ce soir, nous tous ici présents, je vous demande une minute de silence à la mémoire de ces 35 résistants aussi. Merci. Bonne soirée. Ce qu'est la libération de Nice, ce que fut la libération de Nice, comme on vient de vous dire, sachant qu'il y a évidemment très peu de personnes, surtout ce soir, qui ont vécu cette période, donc on est des témoins des témoins, donc on ne reviendra pas là-dessus. On a essayé d'associer la jeunesse, donc on a juste ce soir, il y a aussi, on a juste oublié, en plus de la préparation militaire marine, le service national universel, je ne veux pas les oublier, les cadets de l'Union nationale des combattants qui sont là et ils s'applaudissent, c'est bien. Merci. Merci à vous d'être toujours présents. Ils seront là aussi, je rappellerai juste le programme de demain matin. Pour ceux qui veulent faire tout le circuit, on commence au boulevard Cessol à 8h, on finit à 14h30 sur 35 endroits, pas tout à fait 35 parce qu'il y a des endroits où il y a plusieurs décès. Et c'est bien un hommage tout particulier qu'on fera à ces 35 résistants. Et ensuite, la seule chose que tu m'as laissé parler, c'est qu'après, il y a une belle exposition aussi qui sera inaugurée par notre maire à 17h à la place Garibaldi. Ceux qui sont passés par là aujourd'hui l'ont peut-être vu. Hein. Des magnifiques photos, place Garibaldi, 17h demain. Et ensuite, pour la cérémonie officielle, eh bien, en présence de notre maire, que nous sommes fiers aujourd'hui de représenter, parce qu'il a voulu bien marquer cette année des 80 ans de la libération de Nice et de la libération de la France. Et donc demain, 18h30, eh bien, à ce même endroit, nous nous retrouverons pour la cérémonie qui clôturera les commémorations du 80e anniversaire de la libération de Nice. Voilà, je vous remercie infiniment d'être venus. Maintenant, je pense qu'on va passer sur un moment festif, un petit peu un moment joyeux, par ce concert offert par la musique de la garde municipale, que moi aussi je remercierai, parce qu'il m'accompagne toujours dans les cérémonies militaires, que bien souvent je suis bien évidemment présente. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une agréable soirée. Merci à vous. Il y a 80 ans, jour pour jour, presque heure par heure, Nice s'apprêtait à vivre un épisode capital de son histoire. Réuni en secret au 8e étage du palais Stella, le comité insurrectionnel planifiait et revoyait minutieusement les détails de son plan de libération. Dans l'ombre de ce discret immeuble, situé au numéro 20 du boulevard de Cessol, ces citoyens ordinaires, aux aspirations extraordinaires, animés par leur courage et un amour profond pour leur ville et leur patrie, esquissaient les contours de jours meilleurs. Chaque mot, chaque geste était empreint d'une gravité solennelle. Mais avant de vous narrer ces événements, il est essentiel de connaître et de comprendre Nice. Permettez-moi donc de me présenter et de vous parler de ma ville.
Je suis niçois, certes imaginaire, mais tellement vrai, tellement véritable. Fier fils de Nice, je porte en moi la richesse de mes origines et la beauté de ma ville. Je me prénomme José et suis né en 1904 tout près du port, rue Chincaille. Quel beau prénom, me direz-vous? Mes parents l'ont choisi en hommage à mon grand-oncle qui porta la chemise rouge aux côtés de notre héros des deux mondes, Garibaldi. Garibaldi, général du Risorgimento italien, qui œuvra tant et tant pour la liberté des peuples, d'ici aux terres lointaines du Paraguay. Il s'opposa avec ferveur au destin de Nice, scellé par Napoléon III et Victor Emmanuel, mais échouera dans cette entreprise. Ma belle cité rejoindra la France en 1860, donnant à notre département sa forme définitive. Français par le sang versé, non par le sang reçu. Nos aïeux tombés à Sedan, à peine une décennie plus tard, en sont les témoins silencieux. Les premiers noms d'une liste aujourd'hui trop longue. De ma jeunesse, je garde des souvenirs heureux que je chéris. Les excursions au port pour saluer mon père qui camalait les cargaisons des bateaux. Aux rives du Paillon, où ma mère, brigadière, allait laver le linge. Sans oublier les copains, les parties de Pilou, place Saint-François, les cavalcades dans les innombrables ruelles de la vieille ville, qui résonnent encore de nos rires, et mille autres bêtises, ici inavouables. Adolescent, je pris le pouls de Nice et de ses activités rythmées par les saisons. Ici, aidant à tirer les filets le long de la promenade de la mer pour y récolter la précieuse poutine. Là, à la casosserie, aux autres fruits, à la chasse aux poires ou encore à la gaule des olives. Une vie simple, rude parfois, mais ô combien heureuse, entourée de ma famille aimante. Puis vint ce jour terrible. Je me souviens de papa, assis à la table de la cuisine, prenant doucement la main de maman pour lui annoncer que la guerre était déclarée et qu'il devait partir défendre notre pays sur le front de l'Est. Même si je ne comprenais pas alors tous les mots, je ressentis au fond de mon âme une peur viscérale. Le départ de papa en cette chaude journée du mois d'août fut pourtant un moment d'allégresse. Vêtu de son bel uniforme, pantalon rouge garance enlacé de guêtres cirées et par-dessus gris de fer bleuté, il avait fière allure aux côtés de ses camarades du 163e régiment d'infanterie. Je l'accompagnais depuis la place Masséna, sur la grande avenue de la gare, aujourd'hui avenue Jean-Médecin, sous les vivas de la foule, avec tous les autres familles. Avant de monter dans le train, il nous cajola une dernière fois, mes frères et moi, puis attira maman dans ses bras pour l'embrasser passionnément et la rassurer. Les moches ne font pas le poids. Nous gagnerons la guerre et reprendrons l'Alsace et la Lorraine. Ce n'est l'affaire que de quelques mois. Je serai de retour à Calais, au plus tard, aux semences de printemps. Après un dernier adieu, nos pères, nos maris, nos amis disparus dans le panache de nuit noire de la locomotive, tel un mauvais présage. Une route vers le funeste destin. L'allégresse
perdit rapidement de son attrait lorsque, quelques mois plus tard, le 363e régiment de réserve prit à son tour le chemin de la gare. Débuta alors l'attente insoutenable. Peu à peu, la vie reprit son cours, mais il fallut s'adapter. Les femmes courageuses faisaient le travail des hommes, les plus jeunes et les anciens aidant de leur mieux. Les semaines, puis les mois s'écoulèrent ainsi. Nous étions toujours à l'affût de la moindre nouvelle. Les chansonniers dans les cafés-concerts déclamaient des exploits des troupes françaises et nous fîmes alors connaissance de Titine et de la Madelon. Nous aperçûmes par la fenêtre un soldat à cheval. Je me souviens encore du bruit de ses sabots sur le pavé. « Père est enfin de retour !» Le cœur battant, nous nous précipitâmes pour l'accueillir, mais ce n'était pas lui. L'officier devant la porte, l'air hagard, tenait entre ses mains une lettre. Terrible missive. Mère s'effondra et il fallut l'asseoir à même le sol. Le soldat repartit alors, muet, bien trop souvent témoin de la douleur, il ne trouvait plus les mots. Père était tombé au champ d'honneur, sous les assauts ennemis, en protégeant Verdun. Adieu, Père, et avec toi s'envolait notre innocence et l'insouciance de la jeunesse. Je pris alors pleinement conscience de tes paroles. Un jour, mon fils, tu seras un homme. Pour ma mère, pour mes jeunes frères, il était temps, il était de mon devoir d'endosser ce costume, alors bien trop grand pour moi. Mais, au-delà de la peine, de la douleur, des responsabilités à venir, un nouveau sentiment rugissait au fond de moi, se propageant à chacune des fibres de mon être. Impossible encore de le nommer, je ne connaissais pas le terme approprié. Mais à partir de cet instant, il guiderait chacun de mes pas et orienterait toutes mes décisions. Moi qui n'avais jamais été féru d'études, je m'y jetais à corps perdu, plongeant dans la géographie, explorant l'histoire, déchiffrant les mystères de l'arithmétique et savourant les lettres. J'obtins mon brevet élémentaire et fus admis au grand lycée pour garçons. Enfin, en 1918, le 11e jour du 11e mois, à la 11e heure, les clairons sonnent le cessez-le-feu sur toute la ligne de front. Des volées de cloches leur répondirent. Après 5 années de chaos, le fracas des armes cède la place à un silence assourdissant. La guerre est enfin terminée! Le maréchal Foch reçoit la reddition allemande en forêt de Compiègne et s'adresse par ces mots à ses soldats depuis son quartier général.
Ordre du jour numéro 5961. Officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées. Après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Le maréchal de France, commandant en chef des armées alliées, Ferdinand Foch. Fermez-moi. Le 14 juillet 1919 fut un événement mémorable durant lequel la France tout entière vibra d'une ferveur nouvelle. Notre fête nationale, instaurée dès 1880, mais qui peinait à s'ancrer dans nos traditions, conquit le cœur de la France en ce jour glorieux. Dénommé le défilé de la victoire, il rassembla des dizaines de milliers d'âmes, venues spontanément soutenir les soldats vainqueurs, français et alliés, qui célébraient ensemble l'avènement de la paix. Notre chère Alsace et notre précieuse Lorraine, enfin retrouvées, étaient à l'honneur. Les orchestres militaires résonnaient alors, jouant sambre et meuse. Dans cette mélodie, chaque note portait l'écho des sacrifices passés et des espoirs futurs pour ces terres maintes fois meurtries. La France, unie et triomphante, se dressait fièrement, célébrant une victoire, mais aussi une renaissance. La même année, j'obtenais mon diplôme d'études supérieures et me préparais à rejoindre la prestigieuse école militaire. J'allais enfin rencontrer Paris. Tel le soleil se fondant doucement à l'horizon, derrière la pointe de Robacapelle, mes souvenirs peu à peu s'étiolent. Je me souviens toutefois de ce poème d'Arthur Rimbaud que je découvris alors, saisissant de vérité et vibrant de beauté intemporelle. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son l'hiver, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant, comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Me voici désormais à Paris. Je l'ai tant rêvé, tant fantasmé. La capitale, peu à peu, se livre à moi, vêtue de ses plus beaux atours. Mais saura-t-elle me parler comme ma belle Nice? Sous l'œil vigilant de la grande dame de fer, les gargouilles gothiques de Notre-Dame éclipseront-elles les ors baroques de Santa Reparata? La fameuse butte Chaumont, butte Montmartre, est-elle plus impressionnante que notre colline du Castel? La Seine sera-t-elle chantée à mon oreille comme mon cher paillon? Ah, Paris, Paris, ville de lumière et de mystère. J'arpente tes rues pavées et me perds dans ton histoire. J'y entends de nombreux accents polonais, portugais, italiens. Douloureux rappel des drames passés qui ont conduit à une immigration massive permettant au pays de se reconstruire. Je rencontre aussi ces soldats touchés dans leur chair que l'on appelle respectueusement les gueules cassées. Paris, Paris, malgré ta magnificence, le murmure de la Méditerranée et son doux parfum iodé me manquent cruellement. Ce n'est toutefois pas ton charme qui me fait succomber, mais bien l'effervescence vibrante et cette irrésistible envie de renaissance qui imprègne ton atmosphère. Les historiens qualifieront cette époque d'année folle. La folie, hyperbole d'excès en tout genre, parsemée d'éclats de lumière et de zones d'ombre, dépeint parfaitement notre pays en cette ère tumultueuse. D'un point de vue politique et social, difficile de ne pas établir un parallèle entre cette période et celle qui suivit la Révolution française. On savait bien sûr ce qu'il fallait combattre, détruire, mais nous étions encore incertains quant à ce qu'il convenait de construire. La paix n'est pas une entreprise facile. Entre les efforts de reconstruction et l'instabilité omniprésente, notre pays, lourdement endetté, voit se succéder plusieurs gouvernements, tout en assistant, impuissant, à la montée inquiétante des extrêmes. Une avancée majeure, toutefois, avec la création, grâce au traité de Versailles, de la Société des Nations, précurseur de l'Organisation des Nations Unies qui vise à promouvoir la coopération internationale. Les arts sont quant à eux foisonnants. L'architecture, la poésie, la peinture, la sculpture, ainsi que le tout jeune cinéma s'épanouissent en une myriade de courants novateurs. Les artistes, imprégnés des théories freudiennes, libèrent l'expression de leur inconscient et donnent naissance au surréalisme. André Breton, Paul Éluard, Robert Desnos et Jean Cocteau se distinguent comme les figures avant-gardistes de ce mouvement, repoussant sans cesse les frontières de la créativité et de l'imaginaire. La musique n'est pas en reste. Le groupe des Six révolutionne l'esthétique musicale en explorant la polytonalité et les métriques irrégulières. Le pianiste, Erik Satie, quant à lui, se distingue par son penchant pour les facéties musicales, attribuant à ses compositions des noms improbables. Parmi celles-ci, les célèbres gymnopédies, danse rituelle de la Grèce antique qui défie les conventions de la musique classique avec audace et originalité.
les rues, les cafés-conserves cèdent peu à peu la place au cabaret et au music-hall. Les Samis ont apporté avec eux de nouvelles musiques. Le jazz et le swing émergent progressivement. En 1925, je crois me souvenir, le tout Paris s'enflamme. Une jeune artiste noire américaine fait sensation au théâtre des Champs-Élysées. Joséphine Baker, vêtue d'une tenue minimaliste, exécute la danse sauvage avec une maestra envoûtante. Des yeux de biche, des courbes inoubliables, une sensualité à fleur de peau d'ébène. Elle captive et ensorcelle. Le Charleston, cette danse effrénée et jubilatoire, est son domaine de prédilection et elle en fait une démonstration magistrale. Mais n'allez pas penser que je ne faisais que folâtrer. Certes, les distractions étaient légion tout autant que les tentations, mais mon but demeurait inchangé, servir mon pays et faire honneur à mon père. Je poursuivais alors mes études avec passion à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. La galette résonne encore dans mon cœur.
jour de mai 1927, ma promotion fut conviée à l'école de guerre afin d'assister à une conférence donnée par un jeune officier prometteur. Le thème était « L'action de guerre et le chef ». C'est ainsi que je fis la connaissance du capitaine Charles de Gaulle. Je fus subjugué et assisté aux autres conférences au cours desquelles j'eus l'opportunité de m'entretenir avec cet esprit brillant. Je me souviens d'un homme à l'apparence austère, passionné de politique et de stratégie militaire, qui laissait parfois entrevoir un sens de l'humour raffiné. Bien qu'issus de milieux très différents, et malgré l'écart de nos âges, nous partagions le goût des études et une amitié sincère se tissa entre nous. À cette époque, nous étions loin de nous douter des péripéties et des épreuves qui jalonneraient nos destins respectifs et communs. Nous parlions beaucoup de nos familles, de nos villes. L'île qui était particulièrement chère à son cœur, tout comme Nice l'était pour moi. Nous rions de bon cœur quand il nous racontait qu'à l'âge de 15 ans, il se voyait déjà général sauvant la France. Son amertume de ne pas avoir accompli davantage durant la Grande Guerre, se considérant comme un soldat inutile. Je lui rappelai alors qu'il fut blessé à 3 reprises et tenta maintes fois de s'évader. Argument qu'il balayait d'un revers de main. Il me décrivait avec passion les manœuvres des unités de cavalerie et des chars de combat qu'il avait observées en Pologne, espérant que nos armées s'en inspireraient un jour. Et puis, naturellement, sa grande amitié avec son mentor, Philippe Pétain, qui le soutenait depuis sa première affectation à Arras en 1912. Malgré cette vie trépidante, Nice me manquait. Certes, j'avais pu y faire quelques brèves escapades, mais je voulais voir les changements évoqués dans les correspondances avec mes frères, le développement de l'aéroport, le palais Masséna transformé en musée et ouvert au public. Ils me parlent également d'un temple dédié à l'amour dans le parc Chambrun. Serait-ce une galéjade? Et puis, il y a bien sûr le majestueux monument aux morts dans l'ancienne carrière, où le nom de mon père est gravé dans la pierre avec ceux de ses 3664 compagnons d'infortune. Je profitais enfin d'une permission au début de l'année 1930 pour retrouver ma ville natale et assister à un événement incontournable, son carnaval. Quelle ne fut pas ma surprise de constater en arrivant que la chanson officielle de l'année était « Carnaval Yapon », illustrée par une représentation de Joséphine Baker et accompagnée par des rythmes empruntés à l'Afrique. Comme à son habitude, Sa Majesté Carnaval se voulait satirique de l'actualité et rappelait le crash boursier et ses conséquences sur le continent africain. Je quitte Nice à nouveau, en route pour ma nouvelle affectation. Direction le Maroc, au sein du 3e régiment étranger d'infanterie. Débute alors une nouvelle aventure. Au sein de ce régiment d'élite, sa devise « honneur et fidélité » me frappe tout autant que l'esprit de camaraderie qui y règne. Quand je questionne les pionniers sur l'origine de cette fraternité, on me répond simplement « C'est l'esprit Légion, l'esprit Cameron. La vie peut t'aider, peut t'abandonner, mais jamais ton courage. Si tu es prêt à te sacrifier pour ton camarade, alors chaque légionnaire le fera pour toi. »
malgré mes nombreuses missions, je continue à entretenir une correspondance suivie avec Charles. Il m'annonce son retour dans la capitale après 3 années passées à Beyrouth. Une nouvelle mission l'attend, la préparation de la loi militaire. Parallèlement, il affine ses théories militaires et prépare 2 nouveaux ouvrages, Vers l'armée de métier et Le soldat, dont il a finalement décidé de changer le titre pour La France et son armée, suite à une légère querelle avec le maréchal Pétain, qui l'assure n'être rien de grave. Il s'inquiète également de la crise sociale latente en France. À l'instar de la décennie précédente, les gouvernements se succèdent sans parvenir à endiguer les problèmes socio-économiques. Peu à peu, l'Europe sombre dans la tourmente, malgré le soutien des empires coloniaux. Tirant parti de cette situation et de ses talents d'orateur, Adolf Hitler, à la tête du parti nazi, remporte les élections de 1932 et devient chancelier quelques mois plus tard. Staline, lui, règne sur l'Union soviétique et Mussolini sur l'Italie. La géopolitique se modifie, car si la dictature se rassemble rapidement, les démocraties peinent à trouver des consensus. La Société des Nations est impuissante. Progressivement, les pays se réarment. L'armée de l'air est créée en 1934 et reconnue comme 4e arme de la France. Les arts, si florissants quelques années auparavant, peu à peu se fanent et apparaissent dichotomiques. Le glamour hollywoodien et les comédies musicales de Broadway sont largement diffusées au cinéma et à la radio, mais ne sont pas des antidotes suffisants à la Grande Dépression. La culture européenne est en proie à l'inquiétude, incitant de nombreux artistes et intellectuels à chercher refuge aux États-Unis. Je me souviens toutefois de ce film de 1936, où pour la première fois, nous allions entendre la voix de Charlie Chaplin dans Les temps modernes. Malgré le climat, nous étions très impuissants lors de la projection et très impatients. Je fus alors profondément touché. Lorsque Charlot se mit à chanter durant sa pantomime, nous avons tous reconnu « Je cherche après Titine ». Quel brillant hommage à nos poilus. Artiste du feu, Charlie Chaplin avait combattu dans les tranchées de France et rapporté cette mélodie outre-Atlantique. À Paris, j'y retrouve Charles. Il est définitivement froissé avec le maréchal qui le considère désormais comme un ambitieux dépourvu d'éducation. Je comprends que, bien au-delà de cette querelle, leurs opinions sont trop divergentes, le maître refusant de se faire supplanter par son élève. La théorie du colonel de Gaulle, quant à l'utilisation des chars de combat, en tant qu'unité autonome, alliant le feu et le mouvement, n'est pas reconnue par Léon Blum. L'année 1936 marque le début des hostilités, la descente aux enfers dans le conflit qui se profile. En Espagne, les nationalistes menés par le général Franco fomentent un coup d'État contre les républicains en place.
l'échec de ce putsch entraînera une sanglante guerre civile. Approvisionné en armes par l'Allemagne et l'Italie, Franco remporte le conflit et impose son régime dictatorial. Peu à peu, la bête immonde déploie ses ailes et obscurcit le ciel d'Europe. Sous le joug d'Hitler, la Gestapo sévit impitoyablement. Les tziganes, les homosexuels et les rares dissidents sont déportés. Les nazis, prônant l'odieuse doctrine d'une race supérieure, réduisent les autres peuples à l'esclavage, pire encore, les condamnent à la mort. Xénophobie, antisémitisme et eugénisme forment les fondements du Troisième Reich. Le 1er septembre 1939, la France et ses alliés tombent dans l'abîme. Les assauts fulgurants de l'axe Rome-Berlin-Tokyo frappent avec une rapidité dévastatrice. Ces armées envahissent les nations qui refusent de se soumettre à son hégémonie. D'abord la Pologne, puis la Finlande. Éprouvées, moins bien armées, les forces alliées peinent à s'organiser face à l'avancée ennemie. Les corps expéditionnaires franco-polonais et britanniques, appuyés par la 6e division norvégienne, parviennent toutefois à contenir l'armée du Reich à Narvik. Sur mer, puis sur terre, les combats sont acharnés. Les légionnaires de la 13e DBLE s'illustrent aux côtés des chasseurs alpins, unité bien connue à Nice. La victoire, bien que significative, est de courte durée. Les armées alliées doivent évacuer la Norvège en urgence pour répondre à la menace imminente de la bataille de France. Notre pays est sur le point d'être envahi. Profitant de la situation, l'Italie déclare la guerre à la France et tente une percée dans les montagnes, rapidement contenue par l'armée des Alpes. Franco, malgré sa dette de sang envers Hitler et Mussolini, refuse catégoriquement d'entrer en guerre. Cependant, malgré des actions héroïques, notamment à Dunkerque, l'armée française est finalement submergée et Paris tombe le 14 juin. Le 22 juin, le maréchal Pétain demande l'armistice. Armistice de la honte. Ultime offense, le document est signé en forêt de Compiègne, dans le wagon 2419D, qui était le bureau du maréchal Foch, celui-là même où fut signée la reddition allemande en 1918. Le régime collaborationniste de Vichy est en place. Charles, récemment promu général, occupe depuis début juin le poste de sous-secrétaire d'État à la Défense. Il est chargé de maintenir les relations diplomatiques avec Winston Churchill, une tâche ardue, notamment à la suite de la débâcle des troupes britanniques. Concerné par le remplacement de Paul Reynaud par Pétain à la tête du Conseil, il décide de rejoindre Londres. La France est humiliée, dévastée. Mais, alors que tout espoir semble perdu, une voix
s'élève sur les ondes de la BBC. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi, infiniment plus que leur nombre. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite doit-elle être définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui dit que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin de ce monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Fermez-moi ! D'abord vacillante, frémissante, la flamme de la résistance française rugira bientôt à la face de nos ennemis et se transformera en embrasement patriotique. Ignorant sa déchéance de nationalité, la perte de ses grades et décorations, la confiscation de ses biens personnels et sa condamnation à mort pour trahison, le général de Gaulle poursuit le combat et crée les forces françaises libres. Il lui faut désormais une bannière, derrière laquelle tous marcheront. Ce sera la croix de Lorraine, en opposition à l'infâme croix gammée, symbole chrétien, en opposition avec les préceptes du Reich. Elle incarne également cette terre tant de fois meurtrie.
Consciemment, méthodiquement, Charles structure son armée et s'oppose à Vichy. Convaincu de l'importance de l'empire colonial, il dépêche le jeune colonel Leclerc en Afrique. Rapidement, ce dernier obtient le ralliement du Cameroun, du Gabon, du Tchad et du Congo français. À la tête de la 2e division blindée, il lance une offensive sur l'oasis de Koufra, symbole de la victoire de Mussolini. Au soir de sa victoire, il fait prêter serment à ses hommes. Nous nous arrêterons que lorsque nos belles couleurs flotteront en haut de notre cathédrale de Strasbourg. Les relations avec Franklin Roosevelt sont plus problématiques, mais le massacre de Pearl Harbor entraîne les États-Unis dans la guerre. Si la victoire des Japonais en Extrême-Orient et l'avancée des troupes allemandes en URSS font de 1942 une année éprouvante pour les Alliés, elle est également porteuse d'espoir. L'échec de l'armée du Reich devant Stalingrad et le débarquement en Afrique du Nord marquent des tournants décisifs. En France, la population se détache progressivement du régime de Vichy, tandis que la résistance s'organise et se renforce. Beaucoup moins connus, des mouvements d'opposition au régime nazi émergent également en Allemagne, à l'image de la Rose Blanche, portée par Hans et Sophie Scholl. Ils seront tous les deux guillotinés pour l'exemple.
faut à présent unir et coordonner les mouvements de résistance. Pour ce faire, le général de Gaulle dispose de la personne idoine, Jean Moulin, déjà bien connu des forces de l'intérieur et qui dispose d'une couverture idéale avec sa galerie d'art romanin située au 22 rue de France à Nice. Hasard de l'histoire, elle se trouve précisément à l'endroit où un siècle et demi plus tôt, le général Bonaparte haranguait ses troupes en partance pour la campagne d'Italie. Le Conseil national de la résistance voit donc le jour le 27 mai 1943. Il adopte le chant des partisans composé par Anna Marly sur des paroles de Joseph Kessel, un temps étudiant à Nice, comme hymne de la résistance. Je retourne alors à Nice, auprès de ma famille. Ma ville a beaucoup souffert. Épargnée dans un premier temps, elle est occupée par les Italiens en novembre 1942, suite au débarquement des forces alliées en Afrique du Nord, puis par les Allemands, un an plus tard, à la chute de Mussolini. J'ai honte. Honte d'admettre que de nombreux Niçois cèdent alors et ploient le genou. Le service d'ordre légionnaire, symbole de la collaboration, est officialisé. Dénonciation, propagande, enrôlement dans l'armée allemande, persécution des Juifs. Les exactions sont nombreuses et terrifiantes. Cependant, d'autres habitants font preuve de courage et de résilience, manifestant leur hostilité envers l'ennemi, quelle que soit leur langue. La résistance s'organise autour de Jean Moulin. Peu importe l'âge, comme le prouve la jeune Simone Veil, qui exploite ses talents artistiques pour fabriquer de faux papiers. Puis vint l'année 1944. À Nice comme ailleurs, les armées alliées intensifient leurs actions. Les forces de l'Axe, désormais privées de l'Italie qui a changé de camp, sont mises à mal. La Gestapo maintient toutefois son joug de terreur. L'instituteur, Pierre Merle, est arrêté devant ses élèves pour avoir participé à un parachutage à Gréolière. Le Niçois, Louis Delfino, né rue Arson, rejoint quant à lui l'escadron de chasse Normandie-Niemen, où il s'illustrera. Le 6 juin, plus de 4000 navires alliés réussissent à débarquer en Normandie et surprennent les Allemands. Nice a, bien malgré elle, été impliquée en subissant le bombardement allié, qui détruisit la gare de Riquier dans le but d'interrompre le ravitaillement des forces allemandes. Hélas, de nombreuses vies civiles furent fauchées. La fin du signe noir est imminente, mais il se rebiffe encore. La Gestapo s'efforce de réprimer la rébellion naissante en frappant les esprits.
En représailles à l'attaque d'un convoi près de Castellane, elle sélectionne 13 résistants emprisonnés à Nice. 2 sont fusillés au Bar-sur-Loup, tandis que les 11 autres, dont 4 élèves du lycée Masséna, sont exécutés à Saint-Julien-Verdon. Séraphin Taurin et Ange Grassi, tous 2 francs-tireurs et partisans, sont pendus au candélabre de la place Masséna avec ordre formel à la population de les laisser ainsi. Charles Aluni et Claude Mendrzejewski sont fusillés à l'école Lariane après un simulacre de procès. Le 15 août, l'opération Dragoon touche les côtes de Provence où débarquent les armées alliées. Les combats sont terribles. On peut entendre la canonnade depuis Nice. Nouvelle représailles de la Gestapo qui fait fusiller 21 résistants, dont 3 femmes, sur les berges paisibles du Paillon à hauteur de l'Ariane. L'un d'eux, Jean-Baptiste Malocena, également choriste à l'Opéra de Nice, sera frappé par les balles alors qu'il chantait la Marseillaise. Rapidement, les forces Rosy, Roméo, Sitka, Kodak remontent la vallée du Rhône pour rejoindre Overlord et repousser l'ennemi, libérant villes et villages sur leur passage. Quant à elle, Nice, ce n'est pas une priorité stratégique. Elle devra attendre. Les Niçoises et les Niçois ne l'entendent toutefois pas ainsi. Nous sommes testards, comme disent les jaloux. Nice, toujours désirée, jamais conquise. Nice, française par le sang versé, non pas par le sang reçu. Nice meurtrie, le genou à terre se relève. Voilà en cette belle soirée du 27 août, il y a 80 ans, jour pour jour. La ville, plongée dans une fausse quiétude, ignore encore les événements qui vont bouleverser son destin. Les rues, les plages, les maisons vont bientôt vibrer au rythme de la libération, portée par l'élan de ceux qui, en cette nuit mémorable, ont osé rêver d'un avenir de liberté. Demain, le 28 août, 35 de nos pères, de nos fils, de nos camarades, 35 fils de Nice tomberont au champ d'honneur pour que nous soyons libres. Ne nous les oublierons jamais. Demain, Hitler, le lâche, mettra fin à ses jours plutôt que de comparaître devant ses juges. Demain, ce sera la découverte de l'horreur. Nous savions.
Le monde savait. Mais comment concevoir l'inconcevable sans en être témoin? Les amas de corps vêtus de costumes rayés, les survivants squelettiques, les familles brisées, des enfants arrachés des bras de leur mère, parfois même de leur ventre, l'infamie des douches, les traitements humiliants, inhumains, le travail forcé. La Shoah et son cortège d'atrocités sont révélés. Aucun mot, rien, absolument rien, ne peut décrire ne serait-ce qu'une infime partie de ce qu'ont enduré ces 6 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, au seul prétexte qu'ils étaient juifs. Parfois, le silence, quelques notes de musique sont bien plus éloquents que 1000 mots. Mais demain, ce sera aussi la victoire. Victoire radieuse de printemps
qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Demain, tous ensemble, fraternellement unis aux soldats de la Résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, nous savourerons ces instants. Le major Glenn Miller fera swinguer la France au rythme d'In the Mood.